Certaines conversations créent des déclics. Je suis Agathe Molinard, entrepreneur passionnée, toujours en quête de ce qui est clair, questionne et donne de l'élan. Take Off est un podcast explorateur. Ici, je cherche à comprendre des parcours, des idées, des métiers, des intuitions, des risques, des technologies, des émotions. J'explore pour créer de la conscience et de la clarté, mais aussi réveiller l'envie, la force et l'audace de faire. J'espère créer ces déclics et je vous propose à chaque conversation de faire décoller votre regard, vos choix et votre manière d'avancer. Si vous avez vous aussi envie de booster votre vie, abonnez-vous à Take Off sur votre plateforme d'écoute, vous serez informé en direct de la sortie des nouveaux épisodes. Il y a des chiffres qui devraient faire trembler mais qui pourtant laissent tout le monde indifférent. 85% des actifs en France se disent peu ou pas engagés. Le désengagement au travail coûte 9% du PIB mondial. Une partie des salariés est là physiquement, mais déjà partie depuis longtemps. Alors on parle de crise du travail, de grande démission, comme si le problème venait exclusivement des gens. Mon invitée, elle voit les choses un petit peu autrement. Elle se dit que la vraie question n'est pas forcément pourquoi les gens ne s'engagent plus, mais qu'est-ce qu'on a fait au travail pour qu'ils perdent son pouvoir. Elle s'appelle Emmanuelle Duez. Elle a fondé The Boson Project il y a plus de 15 ans, un cabinet de conseil et un observatoire qui décrypte les transformations humaines dans les organisations. Elle est officier de réserve dans la Marine nationale où l'engagement n'est pas une valeur RH, c'est une question de vie. Elle vient de publier Où sont passés nos rêves d'émancipation par le travail et son deuxième livre, Le commandement de Dors Jamais, coécrit avec le Centre des hautes études militaires, pose la question suivante: comment est-ce qu'on dirige quand l'incertitude est devenue la règle ? Alors aujourd'hui, on va explorer non seulement le sujet de l'engagement au travail, mais aussi la femme derrière ce sujet, ce qui la construit et ce qui la traverse. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Agathe. Je suis très contente de te recevoir. On se connaît très bien, on va pas faire semblant. On est amis et on se connaît depuis plus de 10 ans. Et en fait, moi, il y a 10 ans, quand on parlait de travail, je trouve que tu portais un regard positif. De mémoire, tu expliquais qu'en fait, il y avait un sujet autour de l'engagement de certaines générations, génération Y, génération Z. À l'époque, c'était certainement Y dont tu parlais. Mais tu expliquais que justement, en changeant de regard, on pouvait réengager, on pouvait justement comprendre ces générations pour les réengager. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu as une vision un peu plus sombre. Est-ce que je me trompe ? Alors, tu as parfaitement raison. Après, dans l'absolu, ma vision importe peu. C'est-à-dire que malheureusement, j'ai un regard objectif sur une situation qui est objectivement très dégradée pour la France, puisqu'il y a des enquêtes de référence qui s'appellent les enquêtes Gallup, qui suivent sur des volumes extrêmement importants l'engagement des travailleurs français, l'engagement des travailleurs européens, l'engagement des travailleurs dans le monde. Et on observe un décrochage de plus en plus important avec une forme de crantage du désamour du travail à la faveur de la pandémie. Donc en effet, il y a 15 ans, arrivait sur le marché de l'emploi la génération Y, les millennials, avec pour la première fois dans l'histoire des générations, une génération mondialisée, porteuse inconsciemment des combats féministes des 30 dernières années. C'est-à-dire qu'élevée par des mamans qui, majoritairement, avaient travaillé dans la plupart des pays développés et ayant intégré les sujets de méritocratie, d'équilibre des vies, de transparence des règles du jeu. Et donc, ce que je portais à l'époque, c'est de dire, finalement, ces enfants-là sont la meilleure chance des femmes des générations passées. Parce que la thématique n'est plus féminine, elle devient générationnelle. Le sujet n'est plus féminin, il devient stratégique. C'est un sujet d'attraction, de rétention des talents, d'engagement de la jeunesse au cœur du travail. Il faut comprendre les codes qui sont aussi ceux des femmes. Il faut comprendre les attentes qui sont aussi celles des femmes pour pouvoir mieux travailler ensemble. Aujourd'hui, en tant qu'analyste et entrepreneur, finalement, d'un monde du travail qui mute, qui se transforme, qui a connu quelque chose d'extraordinaire à la faveur de la pandémie, force est de constater qu'en France en particulier, s'est installé un tabou, d'où ce livre Où sont passés nos rêves d'émancipation par le travail, un tabou autour de ce qu'on pourrait appeler l'érosion de l'engagement. Et j'ai écrit le bouquin parce qu'en fait, on n'en parle pas. Mal nommer les choses, c'est ajouter de la douleur à la situation, puisque comme on ne le nomme pas, on n'est pas en capacité d'imaginer des solutions. Or, la thématique hante aujourd'hui les conseils d'administration
et les COMEX. Il y a donc un sujet dont on doit parler, parce que le travail en France est devenu une thématique de souveraineté. Aujourd'hui, la France est en décrochage par rapport à l'Europe. Notre capacité à faire la différence par le travail, elle est très faible, parce que le travail, on s'y engage peu. 25% des travailleurs français avouent pratiquer le présentéisme, comme on pratique le tennis, le yoga. Dans ce contexte-là, et face à la vague IA qui va rebattre encore davantage les règles du jeu, dans ce contexte, il faut absolument réarmer le travail. J'ai envie de revenir là-dessus, mais avant ça, je voudrais qu'on parle de toi et savoir à quel moment de ta vie tu as compris que toi, tu étais quelqu'un qui était très engagé et pas seulement une observatrice. Parce que là, on parle de travail et d'engagement, mais c'est pas simplement que ça t'intéresse, c'est que c'est ancré dans tes gènes. Ça me consume, en fait. Ouais. Bah oui, je crois qu'on ne décide pas d'être engagé. Hein. C'est quelque chose... Ça vient d'où? Bah, alors déjà, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de flamme qui consume et dont on ne peut pas se défaire. Donc ça, c'est le premier élément. Donc c'est super d'être engagé, c'est très lourd aussi de l'être. Parce que quand on l'est ça oblige. absolument, et, on ne peut pas faire autrement, et on ne peut pas cacher la colère, et on ne peut pas se cacher de son propre engagement. Donc j'y reviens en permanence. Ça vient d'où? Ça vient de très loin, je pense, parce que quand j'étais à l'école, j'étais déléguée. Puis, toute petite en sixième, je crois, j'ai conduit la première grève contre... À quel sujet? Parce que, sur des sujets féminins, parce que le prof de sport avait décidé que les filles, n'ayant pas les mêmes aptitudes physiques que les garçons, commençaient avec 4 points de moins. Okay. Grève, c'est pas possible, voilà. Ensuite, j'ai mon papa qui a connu la violence du monde du travail. Et du coup, j'ai vu aussi la souffrance. À l'époque, j'étais en fac de droit. J'étudiais donc les personnes morales, les entreprises. Et j'ai découvert qu'une personne morale, c'est-à-dire pas une vraie personne, pouvait détruire des personnes physiques. Et ça peut paraître juste une phrase. En réalité, pour moi, ça a été une découverte très, très interpellante. À quel point des objets humains, il suffisait de regarder l'histoire, hein, mais je ne l'avais pas vu avec l'aspect travail. Des objets qu'on a créés de toutes pièces, à un moment donné, deviennent des systèmes à détruire des hommes et des femmes. Ça, je pense que ça a été ma première touche avec le monde du travail. Mais ça aurait pu te faire peur et te faire t'éloigner, justement. En fait, ça m'a rendue curieuse. En fait. J'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre. Donc après, quand je suis allée à Sciences Po, je suis passée en cabinet ministériel. Je suis allée assez logiquement à l'emploi pour essayer de comprendre. J'ai surtout compris qu'il était très difficile de faire bouger les lignes depuis Bercy, que c'était extrêmement complexe d'imaginer la transformation de la machine étatique et du système administratif français. J'ai vu des entrepreneurs essayer de proposer des solutions. J'ai vu la rapidité, la vélocité, la liberté. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire, toujours sur le même sujet. Je suis donc rentrée à l'ESSEC. Et là, j'ai lancé une première association sur la thématique que je te partageais, c'est-à-dire la convergence, d'une certaine manière, des causes et des attentes entre les femmes et les jeunes dans le monde du travail. Ça s'appelle Women Up, ça existe toujours. Et puis, au fur et à mesure du succès rencontré, Women Up a donné naissance à The Boson Project, qui est la version économique du projet, et qui vise à transformer l'entreprise en regardant les hommes et les femmes de manière un peu différente et à rêver d'une entreprise demain peut-être un peu différente de l'entreprise d'hier. Mais du coup, ce que je comprends, c'est que ça vient d'une colère, en fait, d'une certaine manière, ou plus que d'un rêve ou d'une conviction profonde. Ça vient d'une révolte. Oui. Mais en fait, je crois que ça vient d'une nature révoltée. C'est que ma révolte s'est accrochée au sujet du travail et au monde économique. Mais elle aurait pu s'accrocher à autre chose ? Je crois qu'elle aurait pu s'accrocher à autre chose. Je crois qu'elle aurait pu s'accrocher à autre chose. Que si elle s'était pas accrochée à ça, j'aurais été... si j'étais moins sensible sur le sujet des enfants. Les sujets militaires, c'est aussi une manière d'aller vers la chose publique, la chose étatique, des notions d'intérêt général. En fait, je m'accroche à un espèce d'environnement d'idées et de sujets et j'essaye de mettre au service de ces sujets-là cette espèce de force de traction générée par ma révolte. C'est-à-dire que j'ai observé, il faut s'auto-observer dans la vie,
Et j'ai observé que le moment où, pour la première fois, après 8 ans d'études, j'étais épanouie et j'avais la sensation d'être à ma place, c'est quand j'ai arrimé ma révolte à quelque chose, en l'occurrence les sujets féminins, et ça a créé une force de traction phénoménale. C'est-à-dire que j'avais tellement envie de faire bouger le sujet, de lui donner du corps, que j'ai réuni une équipe, de l'argent, un écosystème. Je me suis retrouvée à Johannesburg, je me suis retrouvée au Davos, je me suis retrouvée Tout était au Women's possible, quoi. Forum. Tout était possible. En fait, je ne le voyais même pas, ce qu'on était en train de faire. Je me suis retrouvée à l'OCDE parce qu'en fait, il fallait que j'exprime ce truc-là. Et le fait d'exprimer ça a embarqué avec moi une équipe. Et alors là, j'ai adoré. Parce que je me suis dit, waouh, en fait, par la force des idées, et aussi par beaucoup d'énergie. Ça, j'ai fini par le comprendre après. Au début, je me disais, waouh, par la force des idées, on crée des citadelles. En réalité, je pense que c'est par la force des idées et par un don d'énergie incommensurable qu'on crée des citadelles. Tu les as embarqués parce que, avec cette énergie et ces idées, mais parce qu'il y avait aussi un sens profond. Pour eux aussi, en fait. Toi, tu dis que le travail a perdu son pouvoir émancipateur. Est-ce qu'on a perdu le goût du travail, tout simplement? Est-ce qu'on a perdu, du coup, un peu le goût d'une partie de soi-même? Parce que moi, j'ai le sentiment... Enfin, moi, j'ai une valeur travail très forte. On en a déjà parlé plein de fois. On travaille de manière assez différente, mais enfin, moi, j'ai le sentiment qu'en fait, c'est une partie de nous, le travail. En fait, on travaille. Enfin, moi, je me pose pas de questions, tu vois, ça fait partie d'une vie. Comment on a pu perdre, en fait, ce goût du travail? Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que le pouvoir émancipateur. Alors, je partage évidemment la même philosophie que toi. Il y a probablement des auditeurs qui ne la partagent pas. Donc, c'est déjà, il faut se dire que c'est une manière de concevoir sa vie qui n'est pas... Oui, une manière, voilà, ça n'est pas universel. Et d'ailleurs, ça l'est probablement de moins en moins. Donc déjà, on a ce biais-là dans la construction de nos personnalités, de dire que le travail, c'est une force motrice, c'est une manière de composer son identité, c'est un levier qu'on active en permanence de manière perpétuelle, et c'est quelque chose dans lequel on croit, donc c'est aussi un horizon politique pour nos vies. À quel moment est-ce que le travail s'est abîmé ? Jusqu'en 2004, la France, elle était sur le podium des pays de l'OCDE ayant la productivité horaire la plus élevée. On parlait de miracle français et a été beaucoup documenté le rapport presque charnel des Français au travail, dont toi et moi sommes des symboles absolus. Un rapport dans lequel on va chercher au travail qui on est, ce que l'on veut devenir, de l'espoir pour ses enfants, des réponses à ces questions existentielles, etc. Extrêmement loin du rapport transactionnel anglo-saxon, par exemple, où je fais ce pourquoi je suis payée, quel que soit mon niveau dans la hiérarchie. Ce rapport très charnel, très émotionnel, tu veux dire. Très, voilà, très, émotionnel, intense, total. En fait, c'est un don de soi. Donc, on dépasse allègrement les frontières de la fiche de poste parce que le sujet, c'est pas ça. Le travail, c'est une quête. Le travail, c'est une destination. Quand les ingrédients sont réunis pour permettre au travail d'être cette quête, il n'y a pas de limite. D'où la France qui caracole en tête, d'où des entreprises comme Leroy Merlin, par exemple, qui ont construit tout leur modèle stratégique sur l'idée que chaque homme fait la différence. Et que face à des mammouths comme Amazon, la puissance d'une multinationale française, c'est la capacité à leverager chacun des hommes de la boîte. Et ça a fonctionné. Mais lorsque les ingrédients ne sont pas réunis, lorsque la situation économique va mal, lorsque la France perd en superbe, lorsque on a l'angoisse de la fin du mois, je vais y revenir, avec la donne économique du travail qui va très très mal, c'est probablement le premier facteur. C'est que le travail permettait déjà de mieux vivre grâce à son travail. Cette promesse-là, elle a du plomb dans l'aile. Lorsque la fin du monde, cette fois-ci, avec notamment les enjeux environnementaux, finalement obscurcit l'horizon et entrave cette volonté de devenir quelque chose et de rêver plus grand que soi par le travail, à quoi bon ?
À quoi bon puisque réchauffement climatique? À quoi bon puisque montée des océans? À quoi bon puisque finalement humanité condamnée? Dans ce contexte-là, et avec le moment charnière de la pandémie, l'intégralité des indicateurs qui étaient au vert sont passés à l'orange, voire au rouge. Et là, le rapport que nous avons, qui est très émotionnel au travail, devient un poison. Parce que précisément, parce que c'est une quête, parce qu'on va chercher au travail quelque chose de plus que simplement son salaire, cette transaction temps contre argent, et parce qu'il est décevant, on passe de l'amour à la haine. Et donc, ça génère une frustration gigantesque au sein des organisations, ce d'autant plus que le monde de l'entreprise reste un des derniers bastions dans lequel on a confiance. Parce que tout est en train de s'abîmer. L'école, les syndicats, je ne parle même pas de l'État. Dans ce contexte-là, où la confiance envers les institutions est en baisse sur l'intégralité des parties prenantes, il demeure un endroit où on se dit, bon, quand même, on peut faire confiance. C'est l'entreprise. Et donc, on fait confiance à l'entreprise, on a ce rapport émotionnel au travail, on va chercher quelque chose, et ce qu'on va chercher, on ne le trouve pas. On ne trouve pas de réponse à ces questions sur quelle est la place du travail dans un monde d'IA. On ne trouve pas de réponse à ces questions sur à quoi bon travailler. L'IA, c'est très récent. Enfin, je veux dire, pour le commun des mortels. L'IA, c'est la flamme sur un puits de pétrole. Ouais, okay. On ne trouve pas de réponse à ces questions sur à quoi bon travailler dans un monde aux limites planétaires dépassées. On ne trouve pas de réponse à ces questions sur pourquoi travailler alors que je n'augmente pas significativement ma qualité de vie et mon pouvoir d'achat. Il fallait 15 ans pour multiplier par 2 son pouvoir d'achat, son niveau de vie, grâce au travail entre 1950 et 1970. Aujourd'hui, il faut plus de 80 ans. 80 ans, c'est plus que la durée de travail dans nos vies. Donc, espérer vivre 2 fois mieux par le travail, peut-être un jour, dans 80 ans, ça ne tient pas. De la même manière que tout donner pour permettre à ses enfants d'avoir un avenir plus beau, sachant qu'il faut 6 générations pour passer d'une classe très modeste à la classe moyenne, ça ne tient pas. Sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a un décalage abyssal entre le brut chargé, payé par l'employeur, qui est la valeur que toi, Agathe, tu donnes à tes salariés, et le net après impôt, qui est la valeur que eux considèrent comme étant la leur, payée, appréciée par leur employeur. Ce décalage, il est gigantesque. Et de toutes les sources de revenus, c'est le travail qui est la plus taxée. Alors, quand on met tout ça ensemble, c'est sûr qu'on regarde les travailleurs avec peut-être moins de jugement, dans épidémie de flemme, pourri gâté, enfin voilà, il y a plein de livres sur ce sujet, qu'en se disant, finalement, ne serait-il pas pragmatique ? Pourquoi perdre sa vie à la gagner quand en réalité on ne la gagne plus ? Mais la faute à qui, tu vois ? Malheureusement, je crois que la question n'apporte pas de réponse. C'est-à-dire que c'est une des raisons du tabou. C'est que déjà avoir une idée de pourquoi nous sommes arrivés là et de quelles sont les forces en présence qui expliquent cette lente mais réelle érosion, c'est multifactoriel. Il y a de la politique, il y a le modèle social français, il y a également un sujet que je n'ai pas évoqué, mais qui est une modification substantielle du rapport au travail, qu'il ne faut pas nier. La place du travail dans nos vies est moins importante que par le passé. Et en plus, dans le travail, on met plus de vie. Booster là-dessus ? Absolument. Il y a des chiffres qui sont très évocateurs sur ce point. Dans les années 90, quand on demandait aux gens « Est-ce que vous préférez avoir plus de temps ou plus d'argent ?» Ils disaient tous « Plus d'argent, j'accepte d'avoir moins de temps. » 60%. Okay. Récemment, en 2018, on a une inversion parfaite des proportions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on préfère avoir plus de temps et on est prêt à avoir moins d'argent. Et ce, dans un contexte d'inflation. Et ce, dans un contexte où la donne économique du travail a du plomb dans l'aile. Donc, il faut aussi regarder la réalité en face, c'est-à-dire que la place du travail dans nos vies, elle s'est rétrécie. Et en plus, dans la place rétrécie que le travail a dans nos vies, on a mis beaucoup plus de vie, c'est-à-dire moins de travail dans la vie, plus de vie dans le travail. Pourquoi ? Parce que pendant la pandémie, le travail s'est invité dans nos vies. Au sortir de la pandémie, on a amené et on a laissé au travail plein de sujets qui, jusqu'à présent, relevaient de ce qu'on appelle l'intimité, qui devient l'extime. L'extime, c'est la volonté de rendre visible, et voire plus que ça,
de faire comme condition de l'engagement des éléments qui jusqu'à présent étaient laissés dans la sphère intime. Par exemple, des problématiques de parentalité, des problématiques de fertilité, des problématiques d'aidance, des problématiques de santé mentale, qui sont aujourd'hui des sous-jacents de l'engagement, qui se sont invités sur la table du manager. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un cercle vicieux qui se joue, tu vois? Parce que je me dis que finalement, on parle du mal que nous fait le travail aujourd'hui et on en oublie ce qu'il nous donne et ce qu'il nous a donné. Parce qu'en fait, c'est... Après, une fois de plus, moi, on m'a transmis une valeur travail tellement forte. Justement, on m'a toujours expliqué qu'en fait, c'est en travaillant qu'on avait les choses et que c'est grâce à des grands-parents qui ont beaucoup travaillé et imaginé des choses plus grandes pour nous, qu'on a pu... et puis des parents ensuite, qu'on a pu, ma sœur, mes cousines et moi, avoir la vie dont on rêve aujourd'hui, je crois. Donc moi, j'ai énormément de gratitude, tu vois, finalement, envers tout le travail qui a été fourni et celui que je continue à fournir aujourd'hui. Parce que je crois que c'est ce qui me permet de m'offrir mes rêves. On oublie un peu ça. Et du coup, il y a un cercle vicieux, non? Parce que, moi qui suis très positive, ton discours, je le trouve évidemment... il est juste, il nous permet de comprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a, oui, il y a ce cercle vicieux. Alors, c'est une très bonne question. Oui, il y a un cercle vicieux d'un point de vue micro et d'un point de vue macro. D'un point de vue micro, il y a un cercle vicieux parce qu'aujourd'hui, nous avons eu sur les dernières années une explosion des arrêts maladie qui plafonnent aujourd'hui sur un niveau très très haut avec un nouveau phénomène qui est la chronicisation des arrêts maladie, qui montre que le rapport doloriste au travail, finalement, s'installe dans les mœurs. Et aujourd'hui, si tu te plonges dans les chiffres, et le bouquin Où sont passés nos rêves d'émancipation par le travail est truffé de chiffres, parce que je voulais pas qu'on me dise oui, mais Manuel, c'est pas des convictions. C'est un constat, et à un moment donné, affronter le mur du réel, c'est aussi essayer de trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a une explosion des arrêts maladie, et il y a, de mémoire, à peu près 20% des arrêts maladie pour démotivation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, ne pas être heureux au travail, être désengagé au travail, crée du mal-être. Et ce mal-être-là crée des arrêts maladie. Et depuis quand les arrêts maladie aident à revenir le cœur vaillant au travail? Donc on a un espèce de cercle vicieux proprement hallucinant au niveau micro. Et au niveau macro, tu as évoqué un sujet qui est pour moi un sujet fondamental, c'est la responsabilité, et je dirais même la culpabilité, de l'élite politique dans la situation qui est la nôtre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire, moi, on m'a parlé du beau travail. On m'a parlé du travail qui rend libre. On m'a parlé du travail qui permet de réaliser ses rêves. On m'a élevé dans ces récits. Depuis 15 ans, les récits du travail sont confisqués par des élites politiques qui d'ailleurs ne méritent même pas le terme d'élite, et qui ont réduit le travail à l'insoutenabilité, à la pénibilité, au fait que c'est un monde où il y a les dominants et les dominés, il y a les esclaves et les esclavagistes, et donc on rentre au travail comme on rentre en combat. Et il faut se protéger de son manager, il faut se protéger du dirigeant, il faut se protéger de tous ces entrepreneurs qui finalement s'en mettent plein les fouilles, évidemment envers et contre les travailleurs qui sont exploités. En fait, le travail est devenu une arme populaire, une arme d'opinion dont tous les partis, pas simplement les extrêmes, usent allègrement parce que, évidemment, dans un monde où on est tous un peu perdus, où on a besoin de repères et où en plus on a la vague de l'IA qui va déferler avec son lot de nouveaux défis, probablement d'une ampleur très sous-estimée aujourd'hui. Dans ce contexte-là, c'est beaucoup plus confortable et rentable pour des leaders politiques de dire « mais non, mais vous êtes du côté des victimes, mais rebellez-vous, mais rebellez-vous ». Et je trouve que ça apporte autre chose, c'est que finalement, quand j'entends ça, et quand je lis ton livre, moi, ça me fait peur, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas peur pour les salariés, mais j'ai un peu peur pour moi, parce que j'étais fière d'être une entrepreneur qui créait des emplois. Vraiment, profondément, pour moi, c'est une des plus grandes fiertés que de créer des emplois, parce que c'est la véritable création de valeur, à mon sens. Et aujourd'hui, finalement, j'ai peur de devenir celle qui abîme les gens. Tu vois, je trouve que c'est... Est-ce que l'entrepreneur doit se sentir coupable aussi de ça? Enfin, moi, en tout cas, ça me remet vachement en question. Et aussi parce que
Parce que je me remets en question, parce que je constate aussi dans l'entreprise un turnover que je n'avais pas avant. Donc moi, je me remets en question face à ça. Tu vois, je me dis, est-ce que Est-ce que c'est moi? est-ce que c'est moi? Est-ce que je constate aussi des demandes un peu, à mon sens, disproportionnées face à un engagement que je trouve pas toujours à la hauteur. Attention, hein, j'aime beaucoup mon équipe et je trouve qu'il y a un travail incroyable qui est fait. Mais la réalité, c'est je trouve qu'il y a des demandes un peu disproportionnées. J'ai l'impression qu'on parle plus le même langage du coup, en fait, qu'on n'est plus dans la même barque, alors que profondément, nous sommes dans la même barque. Je ne fais rien sans mon équipe. Et je pense qu'ils ont besoin de moi aussi pour recréer le cadre dans lequel ils évoluent. Mais du coup, il y a deux questions là-dedans. C'est est-ce que l'entrepreneur doit se sentir justement coupable? Forcément un peu, parce qu'on n'y est pas pour rien, tu vois, en tant que manager en tout cas. Et l'autre question, c'est qu'est-ce qui relève d'un problème justement managérial, dans ce que je te parle là, des demandes disproportionnées, du turnover, et d'un changement un changement d'époque en fait. J'ai quand même parfois l'impression qu'en fait, plus je donne, plus j'ai des demandes. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de tenir compte des besoins des personnes de l'équipe, de faire des plannings en fonction, vraiment d'être à l'écoute, tu vois. Et la réalité, c'est que plus je suis à l'écoute, plus on me demande, et à un moment donné, je me retrouve coincée. Et donc, j'ai l'impression de passer pour la méchante, si tu veux. C'est un truc que tu constates. Pour moi, l'engagement se passe aussi par ça, tu vois, se dire, en fait, je suis satisfaite, on m'écoute. J'ai l'impression qu'on devrait avoir quelque chose qui soit un peu donnant-donnant. Et force est de constater que j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Alors, moi, ce que j'ai constaté, et après je vais te raconter une anecdote de dirigeant, c'est que cette espèce de renversement de la vague dans les sujets de qualité de l'engagement dans le travail français, c'est encore plus dur pour les entreprises qui ont été très généreuses ou très mieux-disantes que la norme. Autrement dit, le backlash, il est encore plus douloureux pour les entreprises qui étaient en semaine de 4 jours, qui sont toujours d'ailleurs en semaine de 4 jours, full télétravail, etc. Parce qu'à un moment donné, le désengagement à l'œuvre dans une partie du corps social, mis en perspective de ces modèles d'excellence finalement, avec plein de prototypes, on teste des choses, on veut être moderne, en avance de phase, encore plus social que le reste. Moi, j'ai entendu plein de dirigeants me dire mais je ne peux pas faire plus, en fait. Je ne peux pas faire plus. Et pourtant, j'ai des corps sociaux qui sont fracturés. Et pourtant, alors qu'on est déjà en full télétravail, il y a des gens que je ne vois plus du tout au bureau. Ah oui. Et pourtant, j'ai une érosion de l'engagement. Donc, il y a une espèce de frustration, de sentiment d'amertume pour ceux qui sont allés très très loin sur les modèles. Je te donne un exemple. T'en viens à regretter un petit peu. Tu vois, moi, il y a des moments où je me dis que... Enfin, pardon, je t'ai coupé, mais je regrette. Oui et non, parce qu'en fait, c'est moi, tu vois. J'ai pas envie d'être autrement que être à l'écoute, de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible pour tout le monde, que... J'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de m'endurcir parce qu'il faut ou parce que j'ai été déçue. Mais il y a des moments où je me dis, mais finalement, est-ce que j'aurais quand même pas dû ne pas proposer telle et telle chose? En fait, on t'en demande, oui, toujours plus. Et derrière, oui, ce que tu dis, c'est que ce qui est certain, c'est que l'aptitude, la propension à l'écoute et à la négociation, dans un contexte comme ça de tension, c'est une faille. Et donc, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que si tu n'écoutes pas tes équipes, certes, ça ne va pas, c'est pas mais normal. les entreprises qui sont considérées comme étant plus dures sont des entreprises dans lesquelles l'élastique, tu vois, il a été moins tendu. Je te donne une anecdote. Un entrepreneur qui a monté une boîte dans la data magnifique, ils sont 2000, donc c'est une grosse structure, et qui a été très très loin dans la modernité de son modèle social avec un travail autour d'un Chief Happiness Officer, un gros travail sur les valeurs, un énorme travail sur les bureaux, un gros travail sur la rémunération. Enfin bref, 20 ans à imaginer le modèle social parfait. Et puis, il s'est pris le mur du réel, c'est-à-dire globalement ce que j'écris dans le bouquin. Un jour, il s'est réveillé, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Un jour, il s'est réveillé, il n'a pas reconnu sa boîte. Sur un lit de frustration, se sont déployés des syndicats éphémères, demandant, dans un contexte économique très difficile pour l'entreprise,
des choses qui étaient impossibles. Et du coup, là, se créent des écarts qui sont intenables. Et le dirigeant m'a appelé en disant le grand écart n'est plus tenable. C'est-à-dire que je suis allée au maximum d'un côté sur la modernité de ce modèle social. Et aujourd'hui, j'ai une tension maximale avec des attentes dans un contexte en plus où les entreprises vont pas très très bien en France. C'est ça. Non, parce qu'en fait, dans un contexte où on a besoin que tout le monde soit sur le pont parce que ça tangue et ça tangue sévèrement et ça n'est que le début. Dans ce contexte-là, pour la première fois de sa vie, après 20 ans, il y a des syndicats qui sont montés, qui se sont créés et qui sont arrivés avec des exigences et une forme d'agressivité dans les rapports de force qu'il n'avait jamais connues. Et alors, la conséquence pour lui, ça a été de me dire l'ère des bisounours, c'est fini. Et j'ai trouvé que c'était tellement triste, cette phrase. Je trouve ça affreux, tu vois. Alors, ça, c'est son vocabulaire à lui, la manière dont il l'a transposé. C'est un peu ce qu'a fait aussi AXA au niveau de la France avec la DRH Amélie Wathelet, qui pour moi est une femme qui a un temps d'avance sur les sujets humains. C'est que il a essayé de repositionner un deal gagnant-gagnant, tu as évoqué le terme, autour de ce que l'entreprise donne et ce qu'elle attend avec exigence en retour. Donc, il a pris un petit peu de hauteur par rapport au sujet et il a demandé à sa communauté managériale, ils sont 80, de redéfinir les contours d'un deal dans un contexte de difficulté pour le business, dans un contexte où on a besoin de chacun à son poste au maximum de ses capacités, et dans un contexte où il souhaite marquer une rupture avec les 20 ans d'entrepreneuriat qui ont été les siens. Et donc, il a marqué un avant et un après. Il s'est posé la question d'une nouvelle forme d'exigence et de bienveillance, mais qui ne sera pas celle qui a façonné la voie de son succès pendant 20 ans. Chez AXA, ça a pris la forme de care and dare, c'est-à-dire j'ai prendre soin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis prêt à aller loin. Et derrière le dare, l'audace, il y a toute l'exigence que je vais avoir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. À proportion du soin que je vais apporter. Et donc, sur la base de ce pacte, on coopère et on se tape dans la main. Et ça, c'est une manière finalement d'absorber le mur du réel. C'est-à-dire de regarder la situation, de se dire que avec les conditions, les règles du jeu, les manières de faire d'hier, ça ne tient plus parce que la situation humaine et économique a changé. Et donc, on s'extrait de la matrice et on essaie de reposer les bases d'une coopération plus saine dans laquelle l'entrepreneur que tu es, la dirigeante qu'elle est, se sentent plus solides sur les bases, plus à l'aise, et probablement que les salariés aussi, en fait. Parce qu'on a créé aussi un sas dans lequel on a pu exprimer le fait que les modèles d'hier, dans un contexte de croissance, dans un contexte de stabilité, dans un contexte de CDI de très longue durée, parce qu'il y avait de la projection économique, parce que c'est la France, et pour plein de raisons, ce contexte-là n'est plus aussi. Et donc, on se tape dans la main sur un pacte un peu différent, dans un contexte humain, économique, politique, international, technologique, qui a immensément changé. Et ce que je trouve fou, c'est que ça devrait être naturel, ce gagnant-gagnant. Alors ça, je pense que c'est pas du tout naturel, et je pense que ça ne l'a jamais été. Si tu veux mon avis. Alors là, c'est la juriste qui parle, ça ne l'a jamais été. En fait, le droit social français, c'est le fruit d'une très longue réflexion. Il a toujours quand même un petit train de retard sur la société. Il est toujours un petit peu plus conservateur que la société. Mais précisément, on met du droit social et on a en France un arsenal extrêmement riche parce que ça n'est pas naturel. Parce que la France, elle a construit son rapport au travail sur le principe de subordination. Le terme même est interpellant. Tu te subordonnes à l'entreprise. Et donc, parce que ça n'est pas naturel de se subordonner, alors, oui, à un moment donné, il faut savoir s'extraire de la matrice pour recréer les conditions de la coopération. Il y a d'ailleurs des gens extrêmement brillants que tu pourrais inviter. Emmanuelle Barbara, notamment, qui est une avocate en droit social, qui réfléchit beaucoup au droit de demain et qui explique que ce rapport de subordination, c'est un des mots français. Parce qu'il est anachronique et parce qu'aujourd'hui, on est dans des rapports non pas d'adulte à enfant ou de patron à travailleur, mais d'adulte à adulte, point barre. On peut être d'accord ou pas.
ça ressemble un peu quand même à la réalité sociologique de nos organisations. Et que donc, dans ce contexte-là, faut-il encore structurer notre droit social et notre rapport au travail autour du principe de subordination, avec toute la frustration que ça génère, dans l'idée que donne-moi, 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 plus, 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 parce qu'en fait, à un moment donné, ça n'est pas équilibré par nature. Ouais, ça me paraît... Est-ce qu'on ne doit pas troquer à ce rapport de subordination un rapport de coopération? C'est toute la thèse d'Emmanuel Barbara, et c'est une refonte totale du droit social. Mais tu vois, en fait, ces histoires du droit, ça montre à quel point précisément ça n'est pas naturel, et à quel point il faut faire société, il faut décider comment on partage l'affectio societatis, l'âme d'une entreprise, il faut le formaliser, il faut le verbaliser, et ce, de plus en plus. De plus en plus. Du coup, si ta première tentation, c'est la culpabilité, j'espère que le livre t'a un peu rassuré. Parce que finalement, les 2 tiers du bouquin consistent à dresser, malheureusement, le panorama d'une France s'inscrivant dans une Europe qui a un problème avec le travail. Donc, J'ai lu les chiffres et d'ailleurs tu le dis à un moment donné, tu expliques que les Français, alors j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais alors bizarrement les Français accordent plus d'importance au travail que les Européens, mais sont moins engagés. Alors ça j'ai un peu de mal à comprendre. c'est le rapport émotionnel dont on parlait. Ouais, oui, ok. C'est très important, mais ça ne répond pas aujourd'hui au niveau des attentes que j'ai mis à l'intérieur. Ouais. Et ce d'autant plus que, un élément que j'ai pas évoqué, c'est que il y a de plus en plus d'attentes vis-à-vis du travail. Pas simplement parce que les autres totems perdent de leur capacité de repère et de confiance, mais également parce que on va chercher au travail un petit peu la réponse à toutes les névroses contemporaines de l'époque. Donc, on est une époque de plus en plus individualiste. Nous sommes des sociétés individualistes. Et donc, on veut, dans l'entreprise, à la fois exprimer sa singularité et en même temps un équipage auquel s'arrimer. Ah, ça, c'est compliqué. On veut, dans l'entreprise aussi, finalement, retrouver une forme de sécurité psychologique. C'est-à-dire pas simplement la sécurité émotionnelle, pouvoir m'exprimer en toute liberté, me sentir à l'aise. Non, c'est faire de l'entreprise une sorte de safe place dans laquelle j'ai le droit de ne pas me sentir heurtée par ce que disent les autres. Hyper délicat à gérer. Extrêmement délicat. Et en fait, ça, Agathe, c'est le monde qui nous entoure, c'est l'époque, c'est la société qui finalement se concentre au cœur du travail dans les entreprises qui restent des micro-sociétés. Donc, évidemment qu'il y a toujours une remise en cause, et d'ailleurs, c'est tout à ton honneur de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ? Qu'est-ce que je peux faire pour pivoter, me remettre en cause, changer, pour créer davantage de mieux-être au travail ? Mais la réalité, c'est que une grande partie des réponses se joue au niveau politique, au niveau du modèle social français, au niveau de l'époque, avec des comportements, des attitudes et des attentes. Il ne s'agit pas de les juger, mais qui sont ce qu'elles sont et qui se concentrent dans le monde de l'entreprise, avec lesquels il faut savoir jongler en tant qu'entrepreneur, avec des discours sur le travail qui ne célèbrent plus le beau travail, et donc qui créent également ce phénomène de boucle autoréalisatrice, parce qu'à rentrer au travail comme on rentre en combat, c'est facile de trouver des trucs qui ne fonctionnent pas. Et c'est facile de récolter les preuves de l'idée préconçue qu'on s'était faite du travail. C'est plus difficile de s'émanciper par le travail. C'est plus difficile de trouver du sens à sa quête, même quand l'équation économique est fragilisée. Évidemment que c'est plus difficile. C'est peut-être pas tout à fait l'exercice qui est dans l'air du temps aujourd'hui, en tout cas l'exercice majoritairement réalisé. Et donc ce bouquin, je l'ai écrit pour des gens comme toi, pour des managers et pour des travailleurs aussi. Parce que tu as toute une partie centrale dans le livre qui est sur l'état de fragilité, de vulnérabilité des dirigeants et des entrepreneurs. Alors, pourquoi je l'ai écrit ? Parce que, et je pensais que c'était ça la question que tu allais me poser, c'est difficile d'entreprendre quand le reward absolu, c'est l'engagement de ses équipes et qu'on observe une érosion de l'engagement. En fait, ce que j'allais dire, c'est que moi, je trouve que l'entrepreneur s'abîme aussi dans tout ça. L'entrepreneur s'abîme terriblement. Ça abîme la confiance en soi, c'est ce que tu viens d'évoquer te concernant. Ça abîme aussi la foi qu'on a dans cette vocation.
ça pondère aussi un peu différemment notre propre deal. Où finalement, voilà, on a 9,5 chances sur 10 que ça ne marche pas. On va mettre énormément de temps de notre vie. L'équilibre des vies, on ne le connaît pas. C'est un déséquilibre organisé, joyeux certes, hein, mais déséquilibré quand même. On va faire des sacrifices parce que on croit à quelque chose qui nous porte dans l'entrepreneuriat. On croit à cet équipage. Et cet équipage-là, il nous regarde en ramant et en soufflant, quoi. Et ça entrave beaucoup. En fait, ça leste les ailes des entrepreneurs. Et ça crée des phénomènes de détérioration de la santé mentale des entrepreneurs qui sont extrêmement forts. Il y a un entrepreneur qui se suicide 1 jour sur 2 aujourd'hui en France. Ce sont évidemment des chiffres qu'on ne communique pas. Et je pense que le fait de ne plus voir l'admiration dont tu parlais tout à l'heure, l'envie d'avoir envie, le goût de ce qu'on est en train de réaliser ensemble dans les yeux de son équipe participe à rajouter du mal au mal. Au-delà du fait que, et là c'est du registre de la conviction ce que je partage, mais moi je crains que ça n'abîme dans le temps les vocations entrepreneuriales. C'est-à-dire que je réfléchis en permanence à des étudiants qui nous regarderaient, toi et moi, ne serait-ce que toi et moi. Est-ce qu'on donne envie aujourd'hui ? Alors, toi et moi, je pense qu'on a quelque chose de particulier, c'est qu'on est profondément animés par ça. Donc, en fait, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Certes, mais imagine quelqu'un qui regarde la scène. Il a envie de cette vie ? Alors, on a une force incroyable, c'est qu'on voit toujours le bon côté des choses. Ok. Donc, ça veut pas dire ça veut pas dire d'ailleurs qu'on occulte le reste. C'est juste que, en fait, certainement parce qu'on a bien conscience qu'on n'a pas vraiment le choix, on prend ce qu'il y a de bon pour pouvoir continuer. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant, la nécessité de pivoter sur une entreprise. On va se dire, OK, je vais en profiter pour retrouver telle liberté. Enfin, bon. Mais là où je te rejoins, c'est que c'est éprouvant. Alors après, moi, je ne cache pas ce que je vis. Je n'ai pas non plus envie de me plaindre, je l'ai choisi, cette vie. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, pour moi, la quête ultime d'un entrepreneur, c'est la liberté. Et la liberté, ça vaut tout. Et ça vaut... Alors, est-ce qu'on est vraiment libre ? Ça, c'est une autre question. En fait, on est libre de ne plus l'être. Mais nous l'avons choisi. Oui. Et ça vaut, en tout cas pour moi, tous les renoncements, toutes les difficultés, toutes les ingratitudes, tous les pivots, toutes les endurances de la Terre. Quand même, je me pose la question, dans ce contexte-là, où nous-mêmes, nous sommes en train de discuter de l'entrepreneuriat réduit à sa pénibilité, si ce sont des discours de nature à donner envie. Je ne suis pas certaine. Et je pense que nous récolterons les fleurs des graines qu'on a semées dans les années à venir. C'est-à-dire que on a eu, et toi et moi, nous sommes les bébés de l'âge d'or de l'entrepreneuriat, où ça a explosé dans les écoles, ça a explosé parmi la population des jeunes générations. Je ne sais pas très bien, voilà, si on va continuer sur cette vague. Après, c'est sans prétention que je vais dire ça, mais je pense qu'il y a eu une explosion à un moment donné qui a amené des gens qui, pour moi, n'étaient pas forcément armés pour être entrepreneurs, à l'être. Et une fois de plus, vraiment, c'est pas par prétention. Je pense que juste, il faut quand même être franchement accroché, franchement, justement engagé. En fait, c'est une disposition de personnalité. Tu as employé le terme force tout à l'heure. Je pense que c'est... Il y a un rapport pathologique à la liberté, et notamment à la liberté de ne plus en avoir. Premier point. Et deuxième point, il y a une forme d'abnégation et une force personnelle de traction que j'ai évoquée au début de l'épisode, qui est très importante. En tout cas, mais le fait qu'il y ait un retour, pour moi, va peut-être aussi rééquilibrer un petit peu les choses. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu une vague. Et peut-être, d'ailleurs, ça fera du bien au monde du travail, d'avoir des personnes qui se sont rendues compte aussi de l'engagement nécessaire, je sais pas, hein, l'engagement nécessaire pour être à la tête d'une boîte. Et donc, ramener une forme de relativité quant à tous ces sujets-là, justement, parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, on est contre. On arrive au travail en étant contre et en pensant que
que le boss est en train de s'en mettre plein les poches au détriment de ses équipes. Enfin, franchement, alors il y a certainement eu des abus et il y en a et il y en aura certainement toujours. Et ce, dans tous les sens. Bien sûr, dans tous les sens, ça c'est sûr. Mais globalement, c'est pas le cas de beaucoup d'entrepreneurs en fait. Et les choses sont faites avec, oui, presque cœur. Enfin, au-delà du travail, de l'engagement, Nécessairement avec cœur. cœur en fait. Nécessairement cœur. En tout cas, engagement total. Ouais. Alors, si le contexte actuel et la pesanteur du sujet étaient destinés à finalement casser le mythe de l'entrepreneuriat facile et pour tous, je pense que ça, c'est réussi. Ça, c'est réussi, ouais. Je ne crains quand même que la vague soit un petit peu plus costaude que celle-ci. Confère, en fait, aujourd'hui, les entrepreneurs qui se réunissent dans le cadre de la présidentielle, c'est absolument inédit. Hein. Pour dire qu'on doit libérer le travail et libérer les entrepreneurs en France. Et je pense que ces entrepreneurs-là qui commencent à faire entendre leur voix alors qu'ils sont rarement partie prenante visible des présidentielles parce qu'ils ont autre chose à faire et que ce n'est pas leur sujet. Et qu'un entrepreneur, c'est focus, enfin la plupart d'entre nous. Ils le font parce qu'ils sont pris finalement en étau entre cette érosion de l'engagement qui leur fait mal au ventre, parce que c'est notre matière première de travail, la qualité de l'engagement, et parce qu'elle est la conséquence de cette faillite de l'État français et de la rupture du pacte social qu'on a avec le travail. Donc à un moment donné, un entrepreneur veut trouver des solutions, ok, je m'engage, il faut qu'on règle le problème, et en même temps, l'effet ciseau aussi d'une forme de, non pas de désamour de l'entrepreneur, mais quand même un peu, cette espèce de petite musique médiatique qu'on a beaucoup entendue, notamment ces derniers mois. Et donc, moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui disent l'un dans l'autre, c'est trop. C'est trop, donc on s'engage. Intéressant comme encore. Voilà, On on s'engage encore. On s'engage ailleurs, on va sur la scène politique. Je pense notamment à Jean-Philippe Cartier, qui est un super entrepreneur dans l'hôtellerie et qui a monté le pouvoir de l'action, réuni des entrepreneurs autour de lui pour défendre avec panache et avec fougue et avec espoir la valeur travail, mais pour exhorter les politiques à regarder le sujet des dérives du modèle social français et ses conséquences sur le travail, donc sur l'économie française, hein, donc sur la France. Les exhorter à le faire parce qu'il y a urgence. Et si on ne le fait pas sur la présidentielle de 2027, en fait, on est perdu pour la cause. Donc, bon. Non, mais on est dans un contexte intéressant parce qu'il y a des forces et des fragilités. Il y a des fragilités structurelles qu'on est enfin en train de regarder. Ça fait quelques semaines que la thématique de l'érosion de l'engagement affleure dans le débat public. Et puis, il y a des forces en présence qui étaient des forces plutôt entrepreneuriales, assez éloignées finalement de ces scènes, qui sont en train de rentrer sur la scène. Et donc, moi, je suis, comme toi, très enthousiaste sur l'époque. Et je me dis qu'il peut se passer des choses totalement improbables. C'est Gramsci qui disait hein, le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau tarde à naître, je le dis mal, et c'est dans cet entre-deux que surgissent les monstres. Ce qui est certain, c'est que c'est dans cet entre-deux que surgissent l'inattendu, ce qu'on n'attend pas, les éléments de bascule, les éléments de rupture, et c'est probablement ce dont la France a besoin. Bon, heureusement, ça c'est assez positif, parce que jusqu'à là, on était quand même assez négative, et tu me connais, je suis très optimiste. Comment on peut, de manière un peu plus pragmatique, remettre de l'engagement dans le travail des équipes, en tant que manager, et comment on peut, en tant qu'équipe, retrouver le goût du travail. C'est quoi, toi, tes pistes pour avoir quelque chose de positif, quoi. Oui. Alors, je ne crois pas qu'il y ait des choses sur étagère, mais je peux t'esquisser trois pistes, 3 angles, 3 leviers potentiels que j'ai détaillés dans le bouquin. Le premier, c'est l'excellence managériale. C'est-à-dire que moi, je crois à la sacralisation de la fonction managériale. Je pense que c'est tellement difficile aujourd'hui de manager dans le contexte humain que je viens d'évoquer, qu'il faut des professionnels de ça, des hommes et des femmes qui se lèvent le matin pour ça, qui ont le goût de la chose humaine et qui ont le goût de la complexité humaine, et que c'est pas forcément les gens qu'on a promus managers. L'entrepreneur, d'ailleurs, n'est pas forcément le meilleur manager. Il est souvent le moins bon d'entre eux. On est d'accord. Est-ce qu'il a le choix
Bah, Souvent pas. en tout Mais cas, pas pendant un certain temps. voilà. Enfin, Mais l'excellence managériale, c'est-à-dire la professionnalisation de la fonction, le fait de recruter des gens qui ont levé la main pour être manager, qui se sont formés au management, qui se forment en permanence au management, qui sont des jardiniers de l'engagement dans l'entreprise quasiment full-time. Ça, pour moi, c'est les jardiniers du c'est une talent. reco fondamentale. Mm. Et je n'ai pas vu une seule entreprise qui sacralisait la fonction. D'ailleurs, quand je le partage en conférence, les gens me disent que ça, c'est intenable. Ce à quoi je réponds qu'aujourd'hui, le bilan économique du désengagement, c'est 9% du PIB mondial. Mm. Donc c'est intenable, je ne crois pas. Je pense que c'est la situation actuelle qui est intenable. Ensuite, je crois qu'à la tête, moi je crois beaucoup au leadership. C'est pour ça que je travaille pas mal avec les militaires. C'est parce que là-bas, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui me donnent envie encore plus de m'engager. Je crois au leadership d'exception dans une période d'exception. Et ça peut te paraître trivial à toi, Agathe, puisque je te connais, mais en fait, ça n'est pas trivial du tout, parce que on a beaucoup rêvé, particulièrement en France, aux poulets sans tête, aux entreprises autogérées, aux allocraties. Plus on rentre dans la permacrise, plus on est dans cette espèce de systémie de fracture et de rupture accélérée par l'époque, plus on va se heurter au mur climatique, au mur de l'IA, parce qu'aujourd'hui, ce sont quand même deux murs qu'on va se prendre de plein fouet. Plus je le crois, nous avons besoin d'hommes et de femmes exceptionnels. Exceptionnels au sens où, pendant des années et des années, on les a fabriqués, nous, en tant que société, des hommes et des femmes qui pensent système, qui savent projeter du temps très long dans l'incertitude et dans l'instabilité pour pouvoir intuiter dans le temps court, des gens qui dessinent un cap sur l'autel de leurs convictions, des gens qui vont choisir l'avenir et qui vont pas le prédire avec le BCG ou McKinsey, des gens qui vont savoir s'entourer de gens qui sont plus forts qu'eux pour créer des cohortes éclairées dans lesquelles ils seront en capacité de pratiquer ce qu'on appelle dans les armées le leadership de l'abandon, des gens qui vont faire confiance sur le terrain pour que chacun puisse faire la différence, qu'on appelle la subsidiarité ou encore le leadership par les pieds. Tout ça, en fait, ça ne s'improvise pas. Tout ça, c'est extraordinaire quand c'est dans un équipage de dirigeants. Et je crois qu'aujourd'hui, la France, et par le passé, elle a eu des leaders extraordinaires. Elle en a encore. J'étais ce matin avec Thomas Buberl, le CEO Monde d'AXA, qui est, je le crois, un dirigeant hors du commun. Hors du commun. Et qui partageait d'ailleurs le fait que dans la tech, on retrouve à la tête de beaucoup d'entreprises de la tech, en tout cas au niveau des COMEX, des Français, et ce, partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que la France a eu et a toujours cette capacité à cultiver des hommes et des femmes d'exception. Donc ça, c'est l'autre élément, c'est que je crois qu'on doit avoir l'audace de l'exceptionnel, avec beaucoup d'exigences à la tête de nos entreprises, que ce soit des entreprises entrepreneuriales ou des grandes entreprises capitalistiques, enfin peu importe. En tout cas, dans les dirigeants à la française, on doit avoir des gens fantastiques. Parce que l'époque exige des gens fantastiques. Petite et ou grande c'est aussi entreprise. petite ou grande. Mais en fait, c'est le fait de viser l'exceptionnel qui génère aussi, à un moment donné, que dans les organisations, on lève la tête, on se dit, allez. En fait, on se défonce aussi pour les gens. On se défonce pour un cap. On se défonce pour quelqu'un qui, malgré les tempêtes, tient debout avant les autres. On se défonce pour ça, donc on a besoin de gens comme ça. Et puis, dernier point, si on regarde là les travailleurs, les gens, moi, je crois, c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire au quotidien, mais je crois que il faut refaire du travail une éthique de soi. Et finalement, c'est ce qu'on a partagé là pendant presque une heure. C'est-à-dire que même si le travail paye moins, même si le travail est décevant, au travail, on fait équipage, au travail, on apprend. On s'épanouit intellectuellement. Au travail, on comprend. Au travail, on est en mouvement. Et pour ça, moi, je crois que tous les matins, avant d'aller bosser, il faut se regarder dans la glace et dire, en fait, c'est pas pour faire plaisir à mon manager, c'est pas pour faire plaisir aux dirigeants de la boîte, c'est même pas pour faire plaisir à ma boîte. C'est pour moi, en fait. C'est pour moi parce que c'est une manière d'être en déséquilibre avant dans l'existence, de cheminer, de se confronter à l'altérité, à la répétition aussi parfois. Moi, je crois que le travail, c'est ce qui permet de devenir. On n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent.
Peut-être la maternité. Mais voilà, refaire du travail une éthique de soi. Je veux pas du tout paraître donneuse de leçons parce que j'ai trop vu dans des environnements très industriels ou très col bleu à quel point le fait de donner toute son énergie, donner tout son temps pour même pas le SMIC, c'est insupportable et c'est intenable. Donc c'est pour ça que j'ai parlé en premier lieu de la réalité du ventre, qui est celle de l'équation économique du travail. Mais pour tenir, il faut refaire du travail une éthique de soi, malgré tout. Ok, j'avais d'autres questions, mais en fait, j'ai envie de terminer là-dessus. Je pense que je te poserai d'autres questions un peu plus tard. Merci. De rien. Merci Emmanuelle pour le partage de ta vision. C'était une conversation un peu différente de celle qu'on a habituellement, peut-être un peu moins, entre guillemets, activable, mais j'espère qu'elle éveille des choses intéressantes en vous. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à une ou deux personnes autour de vous. Et puis je vous dis à très bientôt dans Take Off.